Ce livre il m'a complètement retourné. J'ai eu du mal à dormir après, sincèrement. Ah oui, je vois très bien. C'est un effet assez courant avec celui-là. On le referme et soudain, on hésite à marcher sur une fourmi dans la rue. C'est exactement ça. Il crée une empathie, mais totale pour une créature qui, à la base, nous est complètement étrangère. C'est là toute sa force. On parle bien sûr des fourmis de Bernard Werber. Et aujourd'hui, on va vraiment plonger dans cette histoire. Cette histoire de communication impossible, de deux civilisations qui vivent l'une sur l'autre sans même se voir. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est vertigineux. Oui, c'est le mot. D'un côté, on suit Jonathan, un type ordinaire qui hérite d'un appartement parisien et qui se retrouve face à une porte de cave. Une porte qu'on lui a mais formellement interdit d'ouvrir. Et de l'autre côté, on est, paf, propulsé au cœur d'une cité fourmilière. On suit une soldate qui enquête sur un massacre de masse et elle découvre que ses propres chefs veulent étouffer l'affaire. C'est ça. Un thriller humain et un thriller d'insectes. C'est complètement fou, non? Et la question qui pèse sur tout le récit, c'est que se passe-t-il quand ces deux mondes, qui s'ignorent totalement, finissent par se rencontrer? Alors, entrons dans le vif du sujet. Tout commence de manière très banale avec ce fameux Jonathan Wells. Oui, il hérite de l'appartement de son oncle, Edmond, un biologiste un peu excentrique, on va dire, qui vient de mourir. Et dans une lettre posthume, l'oncle est très clair, presque menaçant. Surtout ne jamais aller à la cave. En majuscule, souligné 3 fois. Bah voilà, c'est le bouton rouge classique, l'interdit absolu qui, forcément, ne fait qu'attiser la curiosité. Au début, il respecte la consigne. Il s'installe avec sa femme Lucie, leur fils Nicolas, et leur chien Warzazat. Mais évidemment, le chien, lui, il sait pas lire les avertissements. Il se faufile dans la cave. Oui, Et il ne remonte pas. Silence total. c'est le premier domino qui tombe. Jonathan n'a plus le choix, quoi. Il est obligé de descendre le chercher. Il part pour ce qui devrait être une simple recherche, quelques minutes tout au plus. Il revient 8 heures plus tard. 8 heures. Ouais. Seul. Sans le chien. Et c'est là que ça devient étrange. Il n'est plus le même homme. C'est ça qui est le plus troublant. Il n'est pas blessé, il n'est pas paniqué. Au contraire. Il est euphorique, presque absonoriaque, comme s'il avait eu une révélation mystique là-dessous. Il a un regard différent, il parle plus de la même façon, Sa femme ne le reconnaît plus. et il a une seule obsession, y retourner. On sent bien que c'est plus pour le chien à ce stade. C'est devenu une quête personnelle, une addiction presque. Il doit comprendre ce que son oncle, ce biologiste de génie, fabriquait là-dessous. Il y a une énigme, et cette énigme est devenue plus importante que sa propre famille. Exactement. Il se prépare comme pour une expédition en territoire inconnu. Il prend des cordes, des lampes, de la nourriture, Il dit au revoir à sa femme comme s'il partait pour des mois. et il redescend. Et là, plus rien. Le silence. Encore. Un jour passe. 2 jours. Il ne remonte pas. Sa femme, Lucie, elle passe de l'inquiétude à la panique pure. Elle appelle les secours, mais on lui dit qu'il faut attendre 48 heures pour une disparition d'adulte. Elle peut pas attendre. Et là, elle prend une décision qu'on peut juger folle, mais qui est dictée par le désespoir. Elle descend le chercher elle-même. Non mais attends. Après la transformation de son mari et sa disparition, comment elle peut penser que c'est une bonne idée? C'est la force de l'écriture. Il nous montre comment l'inquiétude et l'amour peuvent complètement court-circuiter la rationalité. Elle réfléchit pas logiquement. Elle y va parce qu'elle peut pas faire autrement. C'est un acte de pur désespoir. Et bien sûr, elle disparaît aussi. C'est là que l'histoire bascule. Ce n'est plus une affaire de famille, ça devient une affaire pour la police. Un inspecteur, Galin, débarque. Un type pragmatique, cartésien, qui croit pas aux histoires de caves hantées, quoi. Non, pas du tout. Il fait appel aux pompiers. Et pas juste un ou deux, une équipe entière. 8 pompiers professionnels suréquipés. Masque à gaz, bouteille d'oxygène, radio, le grand jeu. Ils descendent attachés les uns aux autres. On se dit, ça y est, on va enfin avoir une explication rationnelle. Une fuite de gaz, un éboulement, Quelque chose de logique. et Ils disparaissent tous. tous les 8. Tous les 8. Sans un cri, sans un seul message radio. La corde qui les relia était sectionnée net, depuis le bas. Le silence absolu. À ce moment-là, on quitte le mystère pour entrer dans le fantastique pur. Cette cave, elle n'est pas juste dangereuse, elle est impossible. Cette série de disparitions est donc une impasse totale pour les humains. Et c'est là que le génie du livre intervient. Pour trouver la réponse, il faut regarder ailleurs. Exactement. Le livre nous fait basculer. On plonge littéralement sous terre. Bienvenue à Belle-aux-Cannes. Une cité fourmilière de 18 millions d'individus sous la forêt de Fontainebleau.
un univers complet. Avec sa reine, ses castes, sa politique, ses guerres contre les fourmis rousses voisines. Un monde aussi complexe que le nôtre, mais à une autre échelle. Et là, on suit une fourmi mâle, la 327e. Il est dans une expédition de chasse. Tout va bien, jusqu'à ce qu'une force incompréhensible, une sorte d'éclair acide venu d'en haut, anéantisse tout son groupe. En une fraction de seconde, il est le seul survivant. Traumatisé. Pour lui, l'explication est simple. Une colonie rivale a développé une arme secrète terrifiante. C'est une menace existentielle pour sa cité. Du coup, il se précipite pour prévenir sa reine, la souveraine de Belocan. Et la réaction de la hiérarchie est déconcertante. On ne le croit pas. Pire, on l'ignore. On lui fait clairement comprendre qu'il ferait mieux de se taire, d'oublier ce qu'il a vu. C'est plus que de l'indifférence, c'est presque une menace. C'est là que la paranoïa s'installe. Il se rend compte qu'une sorte de police secrète, des fourmis qui dégagent une odeur de roche, commence à le suivre, à l'épier. Il comprend qu'il y a un complot, au sein même de sa propre cité. Ses supérieurs savent quelque chose. Ils cachent un secret. Et c'est la question qui devient le moteur de toute cette partie. Quel secret peut être aussi terrible qu'une civilisation soit prête à éliminer ses propres citoyens plutôt que d'y faire face? C'est le début de l'enquête d'une autre fourmi, une soldate, la 103-68e, qui, elle, va refuser de fermer les yeux. On a donc deux enquêtes parallèles qui se déroulent sans savoir qu'elles sont liées. Dans le monde humain, le nouveau commissaire, Bilsheim, a remplacé Galin. Et il n'a qu'un seul indice, laissé par l'oncle Edmond dans ses carnets. Une énigme. Au cœur du livre. Absolument. Ce n'est pas juste une astuce pour une énigme, c'est le message central. La solution, bien sûr, c'est pas de rester à plat sur la table. Il faut utiliser la troisième dimension, construire une pyramide, un tétraèdre. Penser différemment, c'est abandonner notre perspective habituelle. C'est un message pour le personnage, mais aussi pour nous, les lecteurs. On est face à un mystère, la cave, qui semble insoluble dans notre logique, et Werber nous dit « La solution n'est pas dans ce que vous connaissez, elle est ailleurs ». Il faut changer d'échelle, de dimension. Pour nous y aider, le récit est ponctué d'extraits de l'œuvre d'Edmond Roman, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Ah oui, ces petites capsules de connaissances. Des faits scientifiques surprenants, des réflexions philosophiques. Chaque entrée est une petite leçon pour nous décentrer, pour nous faire réaliser que notre logique humaine n'est qu'une parmi d'autres. C'est un manuel pour apprendre à penser différemment. Et quand le commissaire Bilsheim, le dernier enquêteur, trouve enfin la solution de l'énigme, il comprend quelque chose. Il se précipite à la cave avec son équipe. Et eux aussi disparaissent. Pendant ce temps, dans l'autre monde, la soldate 103, 683e, est devenue une fugitive. Accusée de propager des idées dissidentes, elle est pourchassée. Pour s'en sortir, elle entreprend un voyage jusqu'au bout du monde, une zone interdite par les légendes de sa colonie. Et là-bas, au-delà de toutes les frontières connues, elle découvre quelque chose qui brise toutes les certitudes de son espèce. Des créatures colossales, des murs de chair mouvants. Les gardiens du bout du monde, comme elle les nomme. Elle vient découvrir les humains. C'est le premier contact, vu de leur côté. Un contact terrifiant, incompréhensible. Et c'est à ce moment que nous, on découvre enfin la vérité sur la cave. Les disparus, Jonathan, Lucie, les pompiers, ils sont pas morts. Attends, quoi? Après toutes ces tensions, ils sont juste vivants quelque part? Vivants, mais piégés. Ils ont formé une petite communauté souterraine, dans une immense cavité sous la cave. Mais la vraie question, c'est comment ils survivent? De quoi ils se nourrissent depuis tout ce temps? Et la réponse, c'est la clé de tout. Ils sont nourris par une colonie de fourmis. Une colonie secrète, dissidente, nommée Belocan 2. Le compact n'est pas nouveau. C'est ça, la grande révélation. L'oncle Edmond n'était pas juste un observateur. Pas du tout, c'était un pionnier. Lui et l'ancienne reine de Belocan, une souveraine très sage, Belo Kikyuni, avaient établi un contact il y a des années. Ils avaient un pacte. Un pacte. Un secret absolu sur l'existence de l'autre civilisation, pour éviter une guerre, une panique mutuelle. Mais et comment ils communiquaient? Via un robot fourmi incroyablement sophistiqué, une sonde qu'Edmond avait construite et que les fourmis avaient surnommé le docteur Livingstone. Une sorte d'ambassade. Exactement. Un canal diplomatique unique entre deux mondes. Les fourmis dissidentes de Belocan 2 sont celles qui ont accepté ce contact. Donc tout cet équilibre fragile reposait sur deux individus exceptionnels. Précisément. Et c'est là que tout s'effondre.
car ces deux individus ne sont plus là. Belokan est repris par une nouvelle reine, Chili Puni, jeune, ambitieuse, expansionniste. Et elle n'est au courant de rien. Pour elle, le pacte n'a jamais existé. Et elle découvre l'existence des doigts, c'est comme ça que les fourmis nous appellent, de la pire des manières. Sa propre cité, sa capitale, est détruite par accident par des bulldozers humains qui travaillent en surface. Pour elle, ce n'est pas un accident. C'est une attaque, une déclaration de guerre d'une force inconnue et monstrueuse. Le temps du secret est terminé. La phase de contact, initiée patiemment par Edmond et l'ancienne reine, est finie. Celle de la confrontation commence. Et elle s'ouvre sur un malentendu total et sanglant. Voilà donc où on en est. D'un côté, on a une poignée d'humains piégés sous terre. Leur survie dépend entièrement d'une colonie de fourmis rebelles. Des fourmis qui ont trahi leur espèce pour les aider. Et de l'autre, une nouvelle reine, puissante et belliqueuse, qui vient de réaliser que des géants terrifiants existent au-dessus d'elle et qui viennent d'anéantir son peuple. Son seul objectif maintenant, c'est la vengeance, la guerre totale. Les deux gardiens du secret, les deux diplomates, sont morts. Il n'y a plus de règles, plus de protocole. Le premier contact à grande échelle a eu lieu. Et c'est une catastrophe absolue. Le livre nous abandonne là-dessus, sur cette question insoutenable. Maintenant qu'ils se connaissent, que va-t-il se passer ? Comment peut-on seulement imaginer communiquer et encore moins négocier avec une civilisation qu'on écrase par milliers sans même s'en rendre compte ? La question n'est plus « sommes-nous seuls ?», mais « comment cohabiter ?» Pour connaître la suite, il faut absolument lire le livre. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.